Et donc là, ils vont propager tout ce savoir à travers le monde. Partout où ils y vont, c'est voilà, ils posent la graine, le centimètre, et la civilisation démarre à cet endroit-là. Mais retournons à Pumapunku, car je ne vous ai pas tout dit sur ce site. C'est en pleine interview qu'un membre de l'équipe a eu l'intuition de mesurer les blocs en forme de H, ce que nous avons aussitôt fait. Cet écartement mesure précisément 22 cm. Sur un autre bloc, c'est 21,9 cm, soit 1 mm d'écart. Scientifiquement, il faut que j'ai un certain nombre de mesures pour être sûr qu'on ait à peu près raison. Un troisième donne encore 21,9 cm, soit à nouveau 1 mm d'écart. Au milieu du site trônent 2 blocs en forme de H en excellent état. À l'arrière de ces blocs, on y aperçoit un motif en forme de croix qu'on décide d'aller mesurer. Alors 30 cm. 30 cm et l'autre? Un mètre pile. 1 mètre pile. On a 60 cm, on a trouvé un bloc de 1 mètre. On est dans un système décimal ultra précis. Ça veut dire qu'on n'est pas dans de l'aléatoire. On peut presque dire que les blocs ont été même préfabriqués. C'est-à-dire qu'on a imposé un modèle et que tous les blocs ont été alignés sur ce modèle. Les blocs en forme de H mesurent 1 mètre de hauteur, les croix 30 cm de largeur. Ce renfoncement-là, 22 cm. On est en système métrique. Alors, sur le mètre, ça me bluffe. 1 mètre pile, c'est pas un hasard, parce que là, c'est vraiment factuel. Et si cette mesure ne semble logiquement ne pas exister, parce il faut attendre Napoléon pour décrire le véritable mètre, mathématiquement et scientifiquement, là, je sais pas quoi dire. Et donc là, ils vont propager tout ce savoir à travers le monde. C'est pour ça que j'ai mis dans l'entrée du film cette explosion, cette vague depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte noire, je précise. Nous retrouvons ici le maître à Karnak. Nous avons ici sur cet obélisque. Donc il y a 3 rayures là faites sur l'obélisque. Ok, bon, bien entendu c'est en granit coulé, il n'y a rien de taillé et compagnie. C'est du granit coulé moulé. Ok. Et donc le roi, il est assis sur cette unité métrique. Donc là, ça c'est mesuré par le Dr Wagner, ce que j'ai mis dans le livre. Donc ça fait 1 mètre. Ok. Donc il mesure la distance là. Donc la distance, elle est de 1 mètre pile là, 1 mètre 00. Ça c'est sur l'obélisque de Karnak. Nous avons ici là 3000 mm. Ok. Voilà, 3001 mm. À Abu Ghraib, en Égypte. Le sarcophage de Tony, 1000 mm, qu'il a mesuré Tony, Myoto, à Saqqara. Nous avons ici, dans la chambre médiane, une pierre 100 cm, mesurée par Gilles Dormian, la chambre de Khéops. Okay. Donc le mètre, c'est la période 2700 de Kassem Kemiou. On a retrouvé ce qu'on appelle la pierre de Palerme.
Il y a une pierre de Palerme qui s'appelle pierre de Palerme, donc c'est une pierre en granit, ou basalte noir. Et dans cette pierre, il y a les mentions de nom de Qasim Kemio et de Ninedjer, les deux rois de la deuxième et troisième dynastie, des premières dynasties. Et dans cette pierre, c'est pour la première fois qu'on voit l'apparition de l'Akoudé. Donc on voit ici, ici et là. Donc c'est l'apparition de l'Akoudé royale. Et les mesures, il s'agit des mesures du niveau du Nil qui sont gravées là. Parmi d'autres histoires racontées dans cette pierre. Et donc là, pour la première fois, on a l'apparition de la coudée royale. Ce que je pense que, ce que j'en déduis que la coudée, elle est apparue, le système métrique est découvert à cette période-là, mois 2700, à cette période-là, puisque 100 ans plus tard, vers 2600, il y aura la pyramide de Djoser. Il y aura la pyramide de Djoser qui va être construite, bien entendu, avec système métrique, pi, etc., etc. La pyramide de Djoser. Ok. Donc, à l'époque de Djoser, il connaissait déjà le système métrique. Ok. Parce que, pareil, le temple de Djoser, il est construit avec le rectangle d'or. On a le système métrique au temple de Djoser. Bien entendu, ça nécessite de faire des mesures précises, de faire des mesures partout sur la pyramide de Djoser pour voir le système métrique. Donc là, là c'est des détails de la pierre de Palerme au musée de Turin. Donc on voit ici, on voit dans cette ligne-là, dans cette colonne-là, on voit la coudée royale. Là, on a la coudée royale convertie en mètres. Okay. Donc c'est le nivelage, l'élévation de niveau du Nil, les crues du Nil mesurées année après année. Donc ici nous avons le temple de Qasim-Q. J'affirme avec précision que le mètre a été découvert pendant la période de Qasim-Kemyu et Djoser. La différence est entre 10 et 15 ans dans cette période-là, entre 2700 et 2691 avant notre ère. J'affirme avec précision que ça se trouve dans ces années-là, 10 à 15 ans, 20 ans maximum, parce que on a les mesures. On a les mesures, et ça c'est des mesures que ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est des mesures faites par les égyptologues. Donc voici le complexe de Djoser avec sa pyramide à degrés au milieu. Le périmètre du complexe de Djoser, ou le temple de Djoser, il fait 1645 mètres. Donc 1645 mètres, si on divise par la coudée 0,5236 ou 52,36 cm la coudée royale, ça nous donne 3141,7 coudées royales. Ce chiffre-là, c'est le pi exprimé en milliers, c'est-à-dire pi 314 multiplié par 1000. Et donc là, on a le périmètre du temple exprimé en pi. Tout le périmètre, c'est pi fois 1000. Ici, dans cette partie-là du temple, juste devant la pyramide, la hauteur de ce
de ce rectangle-là, il fait 108 mètres. Et la largeur, elle fait 175 mètres. Donc, c'est-à-dire, on a un ratio ici, hein, 1,620. 620, c'est 1,618. Ici, on a le phi. Donc, on a le ratio phi. Ce rectangle-là, c'est tout juste un rectangle d'or. OK? Cet autre rectangle, il fait 121 mètres par 242, et donc c'est un double carré. Bon, ça c'est simple, c'est un double carré. Quoi qu'il en soit, ces deux paramètres, ces deux mesures, donc ici le phi, le nombre d'or, le rectangle d'or, et le périmètre en pi multiplié par 1000. OK? Donc ce périmètre du complexe de Josser exprimé pi multiplié par 1000, ça nous donne la coudée 0,5236. OK? Ce n'est pas un hasard, hein? C'est absolument pas du tout un hasard, hein? Ça veut dire, si on calcule les probabilités, hein, ça veut dire que ce n'est pas du tout un hasard, mais c'est un savoir, hein. Ça veut dire que il connaissait et le pi, ok, et le nombre d'or, et aussi le mètre, hein, parce que la coudée ici est exprimée en mètres, d'accord? Le temple, il est construit avec un coudé, gradué sur le mètre. Parce qu'on ne peut pas sortir pi comme ça, hein, exprimé en mètres, avec un coudé 0,5236, comme ça par hasard, statistiquement, hein, et probabilistiquement, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Hein. Si on calcule en probabilité cela, ça veut dire que le hasard, il est complètement exclu. Hein. Le hasard, il est zéro. Ça veut dire que ils ont découvert le mètre à cette époque-là, hein, dans ces années-là, en mois 2691 ou 2709, avant notre ère. Ils ont découvert le mètre, ils ont gradué la coudée 52-36 cm, et avec ce coudé, ils savaient aussi la géométrie, le nombre d'or et pi, et ils ont construit, avec le nombre d'or, ils ont construit cet espace devant la pyramide, hein, avec le rectangle d'or, et ils ont construit le périmètre du complexe avec le pi exprimé en mètres fois 1000. Okay? Donc ça, c'est mathématique. Hein, c'est mathématique, c'est la mathématique qui parle, c'est les probabilités et les statistiques qui parlent. Donc là, ça nous donne la date précise de la découverte du mètre. Donc ici, il y a plus de débat à faire, le débat est terminé. Okay? Il y a juste des calculs à faire, des calculs de probabilité et de statistiques. Là, on comprend tout de suite que le mètre est découvert à cette époque-là avec précision. Donc c'est maintenant à partir de cette géométrie-là et la nécessité de faire des échanges économiques, des échanges de marchandises, etc., qu'ils vont découvrir la géométrie, tout ce qui est pi, phi, etc. Donc là, par exemple, c'est une explication comment ils ont déduit pi sur, par exemple, on prend une feuille, la même feuille, elle sera divisée en 10 parties, hein, comme j'ai démontré dans le film. Donc ensuite, le périmètre du cercle, elle va faire 3 feuilles, d'accord, plus quelque chose. Ce petit quelque chose, divisé en 10 parties, hein, ça va faire 14 unités. Donc ceci est démontré dans le film. Hein. Donc il n'y a rien de, on va dire, d'extraterrestre, hein, à découvrir ça. Hein. C'est
juste l'observation est mesurée. On observe, on mesure. On observe, on mesure, et c'est comme ça. Hein. Il n'y a rien d'extraterrestre ici. Hein. Okay? Donc, via des mesures, il déduit aussi hein, le volume de la sphère hein, dans le cube. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ont fait ce choix de la coudée royale, parce que comme on m'a posé la question dans une interview sur une chaîne, pourquoi on a choisi pi divisé par 6 et non pas par 5. Donc je pense par un choix de la deuxième dimension, hein, on observe la deuxième dimension en géométrie, ok, sur un cercle, mais on observe la troisième dimension assez de manière très apparente, hein, en 3 dimensions, on observe, dans le volume, on observe pi divisé par 6, hein, le volume de la sphère fait 52,36 du volume du cube, avec le même diamètre. Okay, on a les deux dimensions, 2D et 3D, et c'est pour ça, je pense qu'ils ont opté pour le choix de pi divisé par 6, les Égyptiens. Okay. Ça aurait pu être pi divisé par 5 ou par 4, hein, ça ne pose aucun problème. Hein. On peut créer une coudée hein, où en étalant pi divisé par 4. Hein. C'est, si vous voulez, c'est une constante, pi, qu'elle est divisée par un nombre entier et ça donne une autre constante. Okay. Ou on peut multiplier pi par un nombre entier, un nombre naturel, pardon, et ça donne toujours une constante. Hein. On divise, ça donne une constante. On divise, on a toujours des constantes mathématiques. Okay. Donc, même si ça aurait pu être pi par 4 ou pi par 6 ou par 7, multiplication ou division, ça ne poserait aucun problème. Mais le choix, je pense que le choix a été fait à partir de cette observation 2D en géométrie et dans la nature. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont opté pour pi divisé par 6 pour graduer la coudée. Et c'est ainsi que les Égyptiens vont graduer la coudée, hein, 52 cm, 30 mm et 6 sixièmes sur le mètre. Okay, hop, là, on va couper le bois, le bâton à cet endroit-là. Donc voilà pourquoi ils ont choisi pi par 6 et non pas pi par 5. Donc voilà, quand je suis allé au Louvre en 2014, bon, là, le hasard, hein, toujours ce fameux hasard, donc je me suis dit, c'est intéressant ce coudé là, et je l'ai pris en photo. Donc ça, c'est la photo d'origine que je l'ai pris ce jour-là, et donc là, je l'ai photographié à ce jour-là, qui m'a servi pour le film. Donc voilà le coudé Maya. Maya, ça s'appelle le ministre des Finances de Toutankhamon, avec les inscriptions. Donc ici, on voit 0,52, 3. Ok. Donc la coudée, ici, elle est de 52 cm et 3 mm. Après, nous avons ici, hein, il y a 4 coudées qui ont été découverts. Là, je vais faire rapidement. Il y a 4 coudées qui ont été découverts. La coudée de Drovetti, la deuxième coudée de Drovetti, coudée de Nisoli, la coudée de Raffaelli. Okay. Ces 4 coudées qui ont été mesurées en détail. Et la valeur moyenne fait 523 mm,5. Ok? 523 mm, hein, ou soit 52,36 cm. Ça, c'est la valeur moyenne. Ok, la valeur moyenne. Alors, comme je le dis dans le livre, hein, on peut effacer ces 36 parce qu'il y a le débat 35. La coudée c'est 52,5 ou 52,7 ou 52,4, etc., etc. Hein, il y a des débats. Hein, la coudée. Moi, hein, personnellement, hein, il n'y a pas de problème, on peut effacer les 36. Hein.
ce qu'on observe que toutes les coudées, c'est 52 cm. C'est 52, 52, 52, 52 cm. Tout le temps. Hein, voilà, on enlève les brouettes, là, les millimètres. Tout le temps, 52 cm. Hein, et 52, c'est pi divisé par 6. 3,14 divisé par 6, ça fait 52. Hein. Statistiquement, mathématiquement, là, il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est mathématique. Il connaissait le pi et les nombres d'or. Hein. Il connaissait le pi et le coudé est gradué. Hein. Pi divisé par 6. Là, il n'y a plus de débat. Hein. On pose ça en statistique, en mathématiques, en probabilité, et là, il n'y a plus rien à dire. Donc voilà les deux coudées, coudée royale d'Amenhotep et coudée royale égyptienne de Maya. Okay. Donc, celui-là, elle fait 52,5. Celui du Louvre, elle fait 52,3. Donc on enlève les 3, il n'y a pas de souci, on enlève les 5, elles font toujours 52 cm. Hein. Pourquoi ce 52? C'est pi divisé par 6, tout simplement. Donc c'est pour la première fois qu'on insiste aux mathématiques appliquées à la physique. Hein, pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Okay. Donc ce n'est pas un savoir, hein, ce n'est pas un hasard, mais c'est un savoir. Hein. C'est comme ça que Dieu, hein, le Créateur, il a créé la nature, l'univers, tout ce que nous avons aujourd'hui. Il a créé les mathématiques, et sur les mathématiques, il a créé la physique. Il a créé les arbres, il a créé l'eau, il a créé les montagnes, il a créé les pierres, tout ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, hein, dans les usines, dans l'industrie, etc., c'est mathématiques appliquées à la physique, tout simplement. Sur ce raisonnement-là, hein, ils ont aussi fait l'unité impériale, le 8 divisé par pi, ce qui donne un chiffre. Okay? On peut créer, hein, comme ça, des coudées, des unités, on peut créer en tant qu'on veut. Donc 8 divisé par pi, ça fait ce chiffre-là, 2,54. Celui-là, gradué sur un système métrique, sur le mètre, ok, donc 2,54 cm. Et là, nous avons le système impérial, ce qu'on appelle le inch, le pouce. Il y a le zodiaque de Dendera, qu'il fait au musée du Louvre. Et le zodiaque, il a un diamètre de 100 pouces, 2,53 mètres, ou 2,55 de l'autre côté. Donc, nous avons un diamètre de 100 pouces, système impérial, ou 2,54 mètres, le moyenne. Aujourd'hui, aux États-Unis, hein, le seul pays où le système impérial est encore en vigueur, nous avons quasi toute l'industrie, hein, l'automobile, aéronautique, etc., est en système métrique. Okay? Quasi toute l'industrie est en système métrique. Il reste 2-3 secteurs qui sont en système impérial. Mais tout le reste de l'industrie, dans les laboratoires, usines, énergie et spatiale, etc., ce que vous voulez, on est en système métrique. Donc, de la théorie, hein, prenons le 5 multiplié par 3,14, le pi, ça donne ce résultat-là. Ok? Donc, là, on est toujours en théorie. On a des chiffres qui n'ont aucune unité. 5, 15,17. Mais on a le pi intégré. D'accord? On a le pi. Maintenant, en physique, on va construire un temple qui fait 5 mètres. Un autre mur de l'autre côté qui fait 15,17 mètres ou coudé. Ok? Et c'est ainsi qu'on va construire un temple avec pi l'intégré. Hein? Plus c'est précis,
mieux c'est. D'accord? C'est ainsi qu'on va construire un temple. Voilà comment on a intégré le pi dans la réalité, sur un temple ou une maison, etc. Donc de la théorie, on va passer à la pratique comme ça. Donc ce qu'on appelle mathématiques appliquées à la physique. Et ce raisonnement, cette pensée va s'appliquer partout dans le monde. Ensuite, là, nous avons le système métrique en Égypte, à Abu Ghraib, à Saqqara. Nous avons ici le mètre, dans l'obélisque. On a le système métrique à Caral, au Pérou, en Amérique du Sud. La coudée royale en Amérique centrale. Ok. On a les mathématiques pi à Pérou, à Cusco, le rectangle d'or, le système métrique à Cusco, à Pumapumku, le système métrique également à l'île de Pâques. D'accord? Donc tout ça en manière de statistique, calcul de probabilité, là, ça veut dire que les Égyptiens noirs, les Africains sont venus ici, parce que c'était des Égyptiens noirs, ok, qui sont venus ici avec le système métrique. Donc en termes de calcul, là, il n'y a plus rien à discuter, c'est terminé, d'accord? Là, on insiste pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des mathématiques appliquées à la physique. Ok, pour la première fois. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut construire des fusées, des avions, des voitures ou électricité ou ce que vous voulez. On fait de mathématiques appliquées à la physique. Ok, sur un système d'unité universelle, le mètre. Et c'est ça qu'on va trouver pour la première fois en Égypte à l'époque de Djoser. Mathématiques appliquées à la physique. Ok. Par exemple, la pyramide de Médoum, on a exactement la même forme de la pyramide de Khéops, exactement la même géométrie. On est dans mathématiques appliquées à la physique. Vous voyez, là j'ai fait une vidéo sur le pi, si oui ou non ils connaissaient le pi, les Égyptiens. Là la chose est mathématique, c'est terminé, il n'y a plus rien à discuter, quoi. C'est oui et c'est fini. Ok. Donc là, on a la pyramide de Médoum. Et ça, c'est pas des documents que je les ai inventés moi, que je les ai manipulés, mais c'est des documents tirés des travaux des égyptologues. Donc là, on a le pi, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Donc en théorie, on va dessiner, on va faire le pi comme ça, en précision. Mais quand on va construire avec des marges d'erreur. Et là, la marge d'erreur sur le pi, à Médoum, on est à 0,8%, 0,08%, d'accord? Et le pi officiel, c'est 14,15,9. Là, le pi de Médoum, elle est de 14,48. La marge d'erreur est de 0,08%. Et sur la pyramide de Khéops, là, la marge d'erreur est de 0,04%. 0,04%. Vous voyez la précision de la construction qu'ils ont fait. Ok. La mathématique appliquée dans la physique, on va retrouver sur la pyramide de Kephren. Donc ici, on a la pyramide de Kephren en triangle 3, 4, 5 et en symétrie. Donc toujours le même principe. Okay, on va définir une longueur, 440 coudées, qu'on va diviser par pi. Donc l'intégration du pi, c'est soit une division, soit une multiplication d'une constante. Okay, un chiffre, un numéro,
comme dans l'exemple précédent. Donc ensuite, cette distance-là, on va multiplier par 2 et nous allons avoir la hauteur de la pyramide. Hein. Donc ça va nous former le triangle de la forme de la pyramide de Khéops, la grande pyramide. Alors maintenant, on va faire un raisonnement. Hein. Un raisonnement si le pi était par hasard ou pas un raisonnement mathématique de probabilité du pi, ok, pour calculer la probabilité. Alors on observe le pi dans les pyramides et on pose la question si oui ou non, est-ce qu'on a une pi ou pas? Eh ben on voit tout de suite oui, le pi est lié, et le pi est là, point, il n'y a plus rien à discuter statistiquement, mathématiquement. Maintenant, on pose la question, bon, ce pi-là, est-ce que c'est comme ça par hasard ou c'est un savoir? Un savoir, on a trouvé. Comme ci, comme ça, par X raison. Bah déjà, ce n'est pas un savoir, on ne peut pas tomber, mathématiquement, statistiquement, on ne peut pas tomber sur pi comme ça. C'est hors de question. Ok? Quand on vous dit, oui, mais par exemple, si on mesure une salle de bain, on mesure des casseroles, on va mesurer des assiettes, etc. Si on mesure, on va trouver forcément une pi ou un nombre d'or par-ci, par-là. Forcément, on va trouver ça, quoi qu'il en soit. Alors, comment expliquer, est-ce que c'est du hasard ou pas? Alors, ce qui prétendent certains égyptologues, qui prétendent que on mesure n'importe quoi, on peut trouver aussi toujours n'importe quoi, on peut trouver aussi pi. Alors la question du hasard, elle est complètement hors de question. Ok? Elle est hors de question. Si on retrouve, quand on mesure des assiettes, des tables et des chaises, on retrouve pi au nombre d'or, ça veut dire que celui qui l'a fabriqué, ces tables et ces chaises, il connaît pi et nombre d'or et il les a intégrés. Point fini. Ou celui qui a construit une fleur de tournesol, ou d'un ananas avec le nombre d'or, c'est que il connaît pi et le nombre d'or et il les a intégrés dans l'ananas ou dans le tournesol. Donc le créateur il connaît pi et il l'a intégré dans la nature. Ok, c'est exactement la même chose. Si on mesure une table, une chaise, on trouve le nombre d'or. Celui qui l'a fabriqué, cette table et cette chaise, connaît le nombre d'or. C'est fini. Il n'y a pas de hasard. Ensuite, donc là, le hasard, on a pi. Ok, oui. Maintenant, est-ce qu'on a le hasard ou pas? Non, ce n'est pas du hasard, c'est un savoir qui s'est manifesté, qui s'est réalisé. D'accord? Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est un hasard qui vient des extraterrestres ou c'est un hasard, ou si c'est un savoir, est-ce que c'est un savoir qui vient des extraterrestres, etc., ou je ne sais quoi, ou civilisation inconnue, etc., ou c'est un savoir empirique, que les Égyptiens, de manière empirique, en travaillant, en notant, en note, on mesure, on cherche, on divise, on calcule, etc. Et c'est un travail empirique, petit à petit, par l'expérience, on s'informe, on s'enrichit dans le savoir. Eh ben, là, c'est un travail empirique, un travail de recherche au fil des années, au fil des siècles, etc. Ok? Et, bien entendu, maintenant on arrive à la question si c'est du facile ou si c'est compliqué. Ok? Le raisonnement, trouver le pi de manière facile ou compliquée. Donc, ça, la question, elle est un peu, je dirais, elle est un peu abstraite comme question. Ok? Quoi qu'il en soit, cet empirisme, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est que on vous donne l'intelligence, on vous donne le créateur, l'entité,
il va vous transmettre le savoir, il va vous déclencher un savoir. Okay? Et ce n'est pas compliqué, c'est relativement facile. Donc, on trouve le nombre d'or, ok, pour ceux qui contredisent l'argument qu'il n'y a pas de nombre d'or. On trouve le nombre d'or dans le temple de Khafre, dans le palace d'Akhenaton, comme vous avez vu dans le film. Donc là, vous avez une dizaine, vingtaine de fois le nombre d'or exprimé. Ok? Nombre d'or partout, dans le temple d'Horus. Ok? Ça veut dire que le nombre d'or, il était déjà connu. Donc, mathématiquement, statistiquement, vous ne pouvez pas faire un rectangle d'or comme ça. Par hasard, c'est fini. Mathématiquement, on prend les calculs, fait les calculs. Vous prenez quelqu'un, vas-y, fais-moi un rectangle d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît pas le nombre d'or, quelqu'un qui n'a jamais entendu ce que c'est un rectangle d'or, vous lui dites, fais-moi un rectangle d'or, il va dessiner un rectangle, c'est tout. Ok? Il va dessiner un rectangle, un côté comme ça, un côté un petit peu plus large. Allez, au mieux, il va dupliquer la largeur, hop, 1, 2, et il va faire un rectangle. Voilà un rectangle. Mais, faire un rectangle d'or, là, voilà. Là, il faut des années, des siècles pour comprendre, pour mesurer. Il faut mesurer les choses, il faut mesurer par-ci, par-là, il faut faire des calculs, etc. Donc, non. Vous ne faites jamais un rectangle d'or comme ça par hasard. C'est un travail, un savoir. Au fil des années, des observations, on mesure, on note, on écrit, on fait du maths. Là, on fait de la géométrie et de la mathématique. Ok? Et ce qu'il dit, Claude Gensling, mathématicien, polytechnicien et architecte, il dit, je vous mettrai la vidéo, il dit, on le trouve tellement souvent que la probabilité pour que ça soit dû au hasard est pratiquement nulle, elle est infinitésimale. Pour moi, très sincèrement, c'est comme si elle était nulle. Il est raisonnable, même pour un mathématicien, c'est-à-dire qui normalement doit pouvoir calculer la probabilité, il est raisonnable de penser que le volume même de cette pyramide-là a été choisi en raison des grandes possibilités de faire apparaître à travers elle le nombre d'or. Le nombre d'or, que la probabilité pour que ce soit du hasard est pratiquement nulle. Ok? Elle est infinitésimale. Infinitésimale. Elle dit, pour moi, très sincèrement, c'est comme si c'était nul. Infinitésimal, ça veut dire, c'est infini. Donc, tu mets un 0,00 à l'infini, et après tu mets un 1. Infinitésimal, c'est comme si c'est nul. Donc, pratiquement, c'est 0. 0, pratiquement, bon, il dit, pratiquement, à notre échelle, c'est 0. C'est bouclé, c'est fini. Tu n'as aucune chance. Ok? De tomber sur le nombre d'or par hasard ou le pi par hasard. Tu n'as aucune chance, tu as 0. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites, fais-moi le pi, ok? Fais-moi un triangle avec le pi intégré. Ok? Sans savoir ce que c'est pi au nombre d'or. Il faut arrêter, vas-y, fais autre chose, ça tu pourras jamais y arriver, comme ça, par hasard. Au pire, un triangle équiquatéral, et c'est bon. Mais pas un triangle avec pi. Ok? Et donc, il dit, c'est raisonnable même pour un mathématicien, c'est-à-dire qui normalement doit être capable de calculer la probabilité. Il est donc raisonnable de penser que le volume même de cette pyramide a été choisi en raison de grandes possibilités pour y faire apparaître le nombre d'or. Il est choisi pour faire apparaître le nombre d'or de manière volontaire.
Donc voilà, ensuite on a la chambre du roi, donc là c'est du pur maths, hein. Là on a nombre d'or exprimé, ok. Donc on a le nombre d'or, là c'est du maths, ok, à haut niveau, multiplié par la racine carrée, du 4, du 5, etc., sur un total de nombre 100, et tout ça est exprimé en mètres, ok. Tout ça est exprimé en mètres. Okay. Donc on calcule, hein, si on calcule la probabilité que c'est ça du hasard, tout ça, la chambre du roi soit du hasard, la probabilité là c'est impossible. Hein. Même si on prend tous les supercalculateurs, okay, et on met tous les variables dedans pour l'intégrer dans une échelle de temps, c'est impossible que ce soit du hasard. Là, c'est une volonté construite en mètres. Là, j'exprime les mathématiques. Donc ici, nous avons les mesures. Ok, les mesures de la chambre du roi. Ok, et on a la moyenne de la coudée, 0,5236. Ok, la moyenne générale est de 0,5236. Il n'y a plus rien à discuter, c'est pi divisé par 6. Ok, ensuite on a le standard des poids et des mesures, le kilogramme. Et c'est que de là hein, que j'ai compris que le kilogramme, voilà, c'est 10 cm par 10 cm, par 10 cm, 1 décimètre cube. Ok. Et c'est ce que je ne voulais pas. Hein. En fait, j'y croyais pas et je ne voulais pas pendant 2-3 jours, hein, je voulais pas y aller vérifier d'où il sort le kilogramme. Hein. Je sentais au fond de moi hein, l'information qu'il venait. Je sentais c'était vrai. Ok, Fémi, voilà le kilogramme 10 cm par 10 cm. Je savais c'était vrai, mais je voulais pas y croire. Ok, non, c'est pas possible là. J'ai dit, c'est chaud. J'ai attendu 2 ou 3 jours. Hein, pour aller vérifier, en fait, pour voir si il y avait une sorte d'information que ça parlait de l'eau, le décimètre cube d'eau sur Wikipédia. Hein, je sentais, au fond de moi, j'étais sûr à 1000%, ça y est. Hein. Bon, 2-3 jours après, j'y vais sur Wikipédia et je regarde. Bon, alors, la définition du kilogramme. Bon, bien entendu, hein, vous avez un peu de blablabla, un peu de texte, hein, un peu d'embrouillage, etc. Et hop, hein, je tombe là sur le texte, là. Le kilogramme est originellement défini sur la masse d'un décimètre cube, ok, d'un décimètre cube d'eau. Okay, bon, là, il vous donne la précision 4 kg, mais ça, hein, si vous voulez, ça n'a aucune importance. Le 4 degrés de Celsius, ça n'a aucune importance parce que si on mesure, donc le Celsius, il est défini sur le mètre. Hein, ok. Mais bon, ça c'est un petit peu compliqué. Je vais expliquer une autre fois. Ok. Mais il est défini sur le décimètre cube d'eau froid. Hein, de l'eau froide. Ok. Mesurer, ça fait 1 kg. Voilà. Okay. Vous avez la source en bas. Hein. Et donc j'ai vu ça. Là, j'ai dit bon, waouh. Voilà. Donc là, c'est la preuve. Hein, c'est des preuves. Hein, qu'il n'y a pas de hasard. Hein. L'entité, il me donne l'information. Point. Donc, ici, juste à côté du musée, hein, au musée du Louvre, juste à côté de la coudée, on a les étalons de poids égyptiennes. Alors ça, je ne sais pas, hein, avec précision, parce que j'aurais bien aimé de voir où elles sont graduées les poids, hein, comment ils ont fait pour graduer les poids. Est-ce que c'est sur la coudée ou est-ce que c'est direct au système métrique? Ça, j'aimerais bien savoir et je voudrais bien le voir, le poids, avec mes propres yeux. Okay. Je ne connais pas les
les inscriptions, combien ils font les poids. Hein. Peut-être elles sont vraies, peut-être je ne sais pas, hein, je ne me prononce pas. Mais j'aimerais bien savoir hein, combien elles pèsent ces pierres pour en déduire si elles ont été graduées sur la coudée ou directement sur le mètre. Donc voilà, ici on a la définition du kilogramme 10 par 10, exactement comme ce que j'ai mis moi dans le film. Donc ici on a le système, hein, la définition de système métrique des unités. Donc ça c'est l'ancienne définition. Et ça c'est la nouvelle définition. Donc on a toujours ce paradoxe là, que c'est la seconde qui a défini le mètre. Toujours ce paradoxe. Bon, avant il n'y avait pas le kilogramme, maintenant il y a le kilogramme. Bon, on se demande comment. Ok. Donc moi je propose ça, cette définition-là, qu'à partir du mètre ont été définies toutes les autres unités de mesure. C'est-à-dire la seconde, ce que je dis aussi dans le livre, la seconde a été définie à partir du mètre. Ok, et non pas la seconde a défini le mètre. Donc ça, pour moi, c'est faux. Ok? Que le kilogramme a été défini à partir du mètre, donc ça, et non pas ni de la seconde. Ok? Au moins pour cette partie-là, hein, cette définition-là, on est ok, mais pour la seconde, là, c'est faux. Ok? Je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec cette définition. Alors, comment la seconde a été définie? Comment la seconde a été définie? Donc la seconde a été définie sur le système, hein, sur la circonférence de la Terre. C'est-à-dire, vous avez une distance A, donc ça c'est la circonférence de la Terre. Okay, vous avez une distance A, une distance B. Donc si on va déplier la circonférence de la Terre de A à B, hein, je vulgarise là. Hein. Après, ça a nécessité beaucoup de mesures hein, pour définir la seconde. Donc cette distance-là de A à B, ça nous fait une distance X. Ok? Une distance X. En mètres ou en kilomètres, si vous voulez. Pour parcourir cette distance-là, ok, de là à là, il nous faut un temps Y. Ok? Et donc ce temps, les Égyptiens, ils l'ont défini en 24 heures. Ils l'ont découpé en 24 heures, ou si vous voulez, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc 12 plus 12, 24 heures. A été défini bien avant la clepsydre, hein, bien avant les Grecs. Hein. Donc dans la tombe de Ramsès, ok, de Ramsès VI, on a trouvé des clepsydres gradués, c'est l'horloge avec de l'eau qui coulait, donc comme vous avez vu dans le film, et on avait gradué le temps en 24 heures, exactement le même système que nous avons aujourd'hui. Et donc pour cette distance X, la circonférence de la Terre en X, ok, du A vers le B, on a le temps Y, donc pour 40 000 km approximativement, ok, de distance parcourue, on a défini le 24 heures le temps. Donc là, on est approximatif, hein, ok. Et on a défini l'heure et la seconde. Voilà comment a été défini. Donc la seconde, ok, a été définie à partir d'une distance, hein, une autre unité. Donc l'unité distance est exprimée en mètres. Ok, à partir de l'unité distance, on a défini l'unité temps, la seconde. Ok, et exactement la même chose pour le kilogramme. À partir du système métrique, on va définir le kilogramme avec l'eau.